Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre nouveau format Minute 86 qui a pour but de proposer une émission de foot spécialement dédiée au département de la Vienne. Pour en parler avec moi aujourd'hui, deux hommes que vous retrouvez régulièrement sur le podcast de la Pépinière. Alex Mayungu, comment ça va ? Bonsoir, comment ça va François ? Ouais, écoute, pleine forme toi aussi ? Ouais, ça va, nickel. Hein. Ouais. Donc là, pour info, on fait le podcast devant Milan AC. Ça a changé, du coup, maintenant on est sur le Barça. On aime le foot, quoi. On aime le foot. Et avec nous également Stephen Begg. Bonjour. Comment ça va ? Tu m'as dit que ça allait bien. Moi, ça va bien. C'est à nous de te demander ça, Stephen. L'émission en public aujourd'hui, un peu sous pression. Beaucoup de public. Est-ce que t'es redescendu depuis le podcast sur Mbappé ? Oui, un peu. Il y a eu du grabuge, hein. Ouais, un peu. Franck, par contre, est parti se faire masser le lendemain, histoire de... On le dédicace, il est parti se faire masser pour se détendre un petit peu, mais non, tout va bien. On a fini par manger une frangipane le lendemain et tout est réglé. Ah bah, sans pain en raisin, il a dû faire la gueule. Avis désastreux, on le répète. Tous les deux, du coup, vous connaissez très bien notre invité. Je crois que vous avez tous les deux joué avec lui. Oui. Sans le citer encore pour l'instant. Ouais, vous avez tous les deux joué. De nombreuses saisons et dans de nombreux clubs. Il a commencé le foot avec nous, on va dire, puis il a commencé sa carrière de coiffeur aussi. Sur Stéphane. Exactement. Exactement. On devrait mettre une photo de Stéphane aussi maintenant pour voir le résultat. On la mettra J'avais sur encore Instagram. la chance de pouvoir faire des crêtes et des couleurs à l'époque. C'est sûr ce qui n'est plus le cas malheureusement. C'est pas lui qui ramène le plus d'argent à notre invité. Alors pour ce second numéro, du coup on a donné quelques indices déjà, mais on a l'honneur de recevoir un homme du cru, défenseur central ou latéral, mais qui maîtrise également le ciseau à la perfection. La légende raconte qu'il se déplace toujours avec le corps un petit peu penché vers la gauche depuis le 19 décembre 2021 et un match de Coupe de France d'anthologie dans lequel il a mis Sotoka dans sa poche gauche. Ben Aboubakar, ancien joueur depuis peu du Stade Poitvin, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bah écoute, on est très content de te recevoir, on va bien. Ça va super. Hein. On parlait un peu du cru, du local. On revient à la base. 86. Parce que Kylian c'était beaucoup trop pour nous, ça nous a tous un peu énervé. Il nous faut du champ de patate là. Il nous faut du champ de patate. Exactement. J'ai pas suivi le débat, mais on va essayer de le regarder. Un peu de comme samedi ça. soir, du à la dimanche Pépinière, 15h, voilà, Gilbert Arnaud. Ouais. Du ticket d'entrée avec la bourriche, tu vois, des trucs qui nous font plaisir quoi. J'ai pas suivi le débat, mais je vais essayer de le regarder. C'est bon. Donc effectivement, on a commencé le premier épisode avec Kylian Barito, que tu connais aussi très bien, Bien sûr. qui est connu aussi dans notre département, et donc on est hyper content de commencer avec toi, de continuer avec toi. Ça fait une bonne dizaine d'années du coup que t'es en niveau senior dans le 86, t'as fait pas mal de clubs. Peut-être si tu peux commencer par te présenter sur toute la partie école de foot jeune, et après on passera sur la partie senior. Bah écoute, moi je suis formé, je suis un produit Poitvin. Ouais. On peut appeler ça comme ça. Donc arrivé à 7 ans en France, de direction de Mayotte. Donc j'ai découvert le foot déjà à Beaulieu. À partir de Beaulieu, 11 ans. club. Ouais, 11 ans avec Polo. Donc j'ai fait 2 saisons à Beaulieu et j'ai fait un essai au Stade Poitvin. La première année la première année la deuxième année de Beaulieu, j'ai préparé un premier test au stade qui s'est très mal passé où j'ai pas été pris. Voilà, clairement. C'était qui à l'époque qui faisait les tests ? C'était Yacine Taoun et Jean-Yves Perjou, ouais. Je salue quand même, mais bon, je m'en rappelle. On les remercie pour tout. Voilà. Quand viendrez vous couper les cheveux. Donc Un peu plus compliqué pour Jean-Yves maintenant, on l'embrasse depuis la Corse. Ouais, c'est vrai, on l'embrasse depuis la Corse. Bon, Yacine, je te t'inquiète pas, je te vois bien snow. Mais donc ouais, mon premier essai à Poitiers, se passe pas bien, donc voilà, refusé. Donc je refais une deuxième saison à Beaulieu et je retente ma chance la deuxième année qui se passe très bien. Donc j'intègre le club de Stade Poitvin. Donc où il y avait la génération où Alex Mayungu donc présent et Stephen Begg, donc l'élite Les 97. ouais 97 génération que le Stade Poitvin meilleure connaît. génération En jonc peut-être, mais sinon. ouais très compliqué en gemme, plutôt. ouais. Donc j'intègre mais très compliqué à jouer avec l'équipe première parce que les U13 donc parce qu'il y avait une sacrée génération. Ouais. Donc voilà, donc j'arrive quand même à jouer un peu, mais
je suis pas dans l'élite. Pas facilité par les frites aussi, Ben. Ouais, c'est vrai, pas facilité par les Il aimait frites. les frites. Ouais, pour une petite histoire, on va au tournoi de Cahors. Et moi, je reviens de maladie après 2 mois. On m'emmène par charité en me disant tu vas pas jouer. Et j'amène quand même mes crampons au cas où. Et en fait, dès le 2e match, je crois, du matin, en fait, à Poitiers, on avait interdiction de manger des sandwichs, des frites ou quoi que ce soit dans les tournois. On doit ramener nos pâtes, etc. Et c'est un tournoi sur 3 jours, donc bien cadré, où il y a tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 à l'époque. Et Ben fait le choix de manger des frites au bout du 2e match à 11h30 du matin, une petite dalle. Je pensais que c'était une blague. Et en fait, on le voit au loin. Et là, du coup, Yacine vient et me dit, bon, j'espère que t'as tes crampons parce que, finalement, tu vas être 12e et tu vas rentrer dans le groupe après, je sais pas, 3 mois de maladie parce que il a décidé de manger des frites. Après, ça s'est passé, en fait, on était dans la douche et Thomas Pougnant, ou Thomas Bouquet, demande à Yacine, est-ce qu'on peut prendre des frites pour regarder le match? Yacine dit, ouais, vas-y. Mais moi, à cette époque, Franchement, vas-y. Il y a pas de second degré. Il avait pas encore compris la méthode Fergie Taoun. Ça faisait 2 ans que je jouais au foot, j'avais pas compris encore Yacine comment il marchait. Donc je dis bon, je vais chercher mes frites, quoi. Et je suis parti m'asseoir avec tout le monde. Je seul avec ses frites. Voilà. Et sinon, la 2e punition où on joue contre Marseille. Il y a combien? 3-3? Je sais plus, il y avait combien contre Marseille où je mets mon jogging en dessous. Ouais. Il y avait un partout. On joue contre l'Olympique de Marseille. Donc c'est, on va dire, notre premier gros match hors de la Vienne et tout, quoi. Non, parce qu'on jouait un peu contre Tours, contre les Charmois-Niortais. La GIA aussi. Et la GIA, de temps en temps, on avait pas mal de matchs amicaux à l'époque. Et quand on joue contre l'OM, Ben décide de rentrer avec... il avait un peu froid sur le banc. Et il décide de rentrer avec l'ensemble du club de sortie, mais en dessous le maillot. Voilà. Avec, donc en dessous le jogging. À l'époque, tu partais qu'avec un survêt en déplacement. C'est-à-dire que t'avais que lui. Et quand Yacine me dit, bon, tu vas rentrer, et moi et tout, je me mets à côté de lui, il y a eu un regard en dessous. Il dit, mais t'es sérieux là? Et il me dit non mais toi c'est pas possible, il dégage. Tu vois, elle va te changer là. C'était toléré encore à la ZAC avec tout le respect, à la Beaulieu c'était encore toléré, t'étais au CEP à la limite, mais à Poitiers c'était pas toléré. Au tournoi de Loudun en plus, quoi. Moi j'étais encore bloqué à Beaulieu, quoi. Putain, ok. Donc j'ai pas eu. Donc t'étais pas sur l'autoroute du succès, quoi. Ah non, au début. Ah non, une catastrophe. Ah non, c'était une catastrophe. Ah non, franchement. On avait droit à tout, hein. Même mon père qui vient me chercher avec des chaussures. Et Michael Jackson lui en vit encore sur cette paire-là. Parce que bon, je cherchais un peu l'école, donc il avait découvert le bulletin, les absences depuis plus de 6 mois. Ah oui, quand même. Donc ils ont droit à la visite de mon père dans le vestiaire. Il est où Ben? Ça fait longtemps. Il neigeait ce jour-là. Et le père. Non. Ce jour-là, il faisait beau. Le jour de Michael Jackson, il faisait beau. Ouais. Quand il neigeait, il est venu en claquette. Ouais, il n'a pas adapté les chaussures à la météo. C'est vrai, en plus. Mais non, ouais, on a passé, franchement, même si, ouais, j'étais pas prévu comme, ouais, c'est vrai, quand j'étais jeune sur le petit terrain. Vas-y. Bah, j'étais quelqu'un qui avait envie, tu vois, mais c'est vrai que j'avais pas ce côté-là foot. Et t'as intégré quand, du coup, tu vois, l'équipe première de ta génération et tout, en 13 ans, 15 ans? Sur la deuxième année U13. Ouais, sur la deuxième année okay. U13, En fait, c'est le truc, c'est que le niveau était là, mais c'était juste entre guillemets les codes. Ouais. T'avais pas le truc. Avec Stephen, par exemple, on a vraiment toujours commencé à Poitiers, donc on savait comment ça fonctionnait. Les codes, on les avait directement. Lui, sur le terrain, ça se passait bien, mais on va dire c'était plus tout ce qui était en dehors, entre guillemets. Moi, j'ai commencé à 10, 11 ans, tu sais. Enfin, voilà, c'était vraiment à Beaulieu. Enfin, donc, j'ai pas les codes. La deuxième année où il fallait un peu plus. Ouais. Donc l'impact, c'était Moussa, je crois, qui avait été remplacé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai eu des droits à venir à des finales départementales ou régionales où on jouait pas, tu vois. Parce que je savais pas jongler. Ah ouais. Ouais, j'en faisais même pas. Ouais, putain, ça c'est notre vanne. J'en faisais même pas 10. J'en faisais même pas 10 de mon bon pied droit. Ouais. Donc du gauche, je t'explique même pas, j'en faisais pas 2. Et de la tête, on laisse tomber. J'en faisais 1. Ouais. C'est énorme. Donc c'est dire, j'ai eu droit à. En fait, pour l'anecdote, Yacine Taoun avait entre guillemets raison à ça. On était obligé de savoir jongler. Donc c'était 50 jongles pied droit, 50 jongles pied gauche, 50 têtes. Et on passe en finale régionale, donc on va pour la finale nationale à Cap-Breton. Contre Châtel, je crois. Ouais, contre Châtellerault. La première année, on passe au jongle en finale. Donc on était, les jongles, c'était quand t'étais en concurrence avec quelqu'un, le co-jongle, c'était important.
Mais après, moi, dans le souvenir que j'ai, Ben, ouais, la transformation, elle se fait surtout à partir de grand U15. terrain, ouais. Grand terrain. Non, U15 ouais, Interleague. 14, parce que déjà l'année où on passe sur grand terrain avec. Ouais, non, mais des grands terrains, ouais. T'es quoi, C'était grand t'es en terrain, 15 Interleague ou tu as 14 14, il y avait, en fait, il y avait les 14, c'était En U15, fait, c'était sur 2 ans. En fait, il n'y avait pas de U14, c'était U15 R1, Ouais. c'était U15 R1, U15 Interleague. Donc, quand Ok. t'étais U14, t'étais dans le championnat U15 R1. Ouais. Donc, fallait, Ouais, le gap, il était dur. Tu passes des matchs de 2 fois 30 minutes sur petit terrain, Ouais. directement 2 fois 40 sur grand terrain. Et donc, c'est là où, des joueurs sont révélés, et, ça change tout, en fait. hein. Ouais. Tu peux être très bon sur petit terrain, et sur grand terrain avoir du mal, et il y en a, c'est l'inverse. Il y en a Ouais. qui se révèlent sur grand terrain, et puis c'était le cas de Ben, hein, clairement. hein. Même s'il avait été freiné un peu par ses 18 traumatismes crâniens en un an. C'est vrai. À Châteauroux, quand on est parti à l'hôpital. Il est parti à Châteauroux. En Tu fait, t'es pris des KO avec des gars il a enchaîné, je crois, Moi, quand honnêtement, 4 traumatismes crâniens, non, que ce soit Moi, quand le gars, il au met collège. le gars, il met les pieds en l'air, moi, je mettais la tête. Ouais. Et tu du vois. coup, il a enchaîné vraiment au sens propre en, Ouais. je crois, 4 mois, 4 traumatismes crâniens. Ah ouais, c'est chaud. Et puis à l'époque, c'est vraiment personne n'en parlait, il y avait pas de prévention On a commencé à là-dessus. prendre au sérieux quand il a commencé à vomir dans à Châteauroux. Ah ouais, ok. À vomir dans les douches, et là, ça. Ouais, vous avez balisé. Ouais. Mais pour te dire, les conneries où j'étais vraiment à l'extérieur, c'était une catastrophe. On rentre de, je sais plus quel déplacement avec, Il me régale. j'étais avec le père à Enzo, donc Martinez, et Jeff, le père à Steph, et derrière, moi, je m'en fiche, je bois ma bouteille de jus, je sais plus ce que je fais, et je la jette. Son père, Sur la route. sur la route. Son père il fait, il se déplace, il revient. Bah, tu sais quoi? Bah, alors là, ce jour-là, je l'ai regretté. Je suis arrivé, le père, il dit Louben, là. Non, je suis dans la voiture. Il appelle dans la voiture et il demande qui a jeté la bouteille. Bah, il dit, Ben. Il dit, ok, qui m'attendent quand on arrive. Je connaissais le père. Et je suis arrivé, j'ai couru directement. Et il m'a cherché. Bon, franchement, j'ai disparu pendant un bon petit moment. Et même après 3 mois après, et crois-moi, quand il m'a recroisé, il m'en a mis une bonne. Hein. Ouais, il avait un peu tendance à penser que. Peut-être qu'il pouvait effectuer ce qu'il faisait à son fils à peu près tous les enfants du club. Donc bon, ouais, j'en ai fait des belles comme celle-ci, donc bon. Et donc du coup, après, t'as commencé à te cadrer un peu avec l'adolescence et tout. Ouais, Enfin, en 15, on va dire ça comme ça, 17. c'est-à-dire qu'en 15, Cadré j'ai dans quel pu... sens Bah, tu vois, sur le terrain, au niveau foot, hein, ouais. Non, on va commencé. dire en 15, en Benjamin, j'étais 6. Ouais. Donc souvent devant la défense, et arrivé en 15 ans, 14-15 ans, je suis devenu défenseur central. Et forcément, c'était plus facile, en fait, dans le terrain. Et, pour moi, en tout cas, c'était plus facile. Et en fait, c'est là où, j'ai eu la chance de rencontrer, David Louberti, qui était l'entraîneur de la CFA2. Ouais. Et en fait, lui, il a vite vu un potentiel envers moi. À quel âge? À partir de 14-15 ans. Ah ouais, si tôt. Ouais, dès que je suis arrivé en équipe, dès que je suis arrivé sur le grand terrain. Ah ouais. Et j'ai eu la chance, la première ou la deuxième année? La deuxième année. Ouais, c'est la deuxième année. Ouais, C'est la deuxième impressionnant année, que si ouais. jeune. Moi, je savais même pas qu'il regardait les jeunes comme ça. Ah, si, Si, très, très surtout tôt, lui. Ouais, très tôt. Bah, Même, d'ailleurs, il est formateur à l'heure actuelle. Il a fait Dakar Sacré-Cœur Oui. au Sénégal. Là, il est dans l'académie de Blaise Matuidi au Congo. Ah ouais. Et non, sacré formateur. Et... Non, à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs des U15 pour les plus précoces, mais sinon U16, U17. Ouais. Très vite, t'allais t'entraîner avec la réserve au moins une fois par semaine, quoi. Très très tôt. Et si bien que t'arrivais chaque année, à l'époque c'était Poitiers FC, qui est maintenant Stade Poitvin. On arrivait, t'arrivais en équipe réserve, t'avais minimum 6-7 joueurs, voire plus. En fait, c'était même rare qu'il y ait des joueurs qui venaient de l'extérieur en équipe réserve. Et cette génération-là aussi avait fait beaucoup de bruit, en bien sportivement, en mal extra sportivement, mais elle avait fait quand même beaucoup de bruit dans le club et un peu autour à ce moment-là. Donc ça s'intéressait un petit peu. Et Ben, je pense la révélation, c'est les qualités physiques en fait qui prévalaient, avec peut-être plus d'espace pour pouvoir jouer que sur les petits terrains, et avec des capacités athlétiques et puis Qu'à mon poste, il y avait pas, en fait. de savoir défendre. Tu t'es calé sur un poste, tactiquement t'as bossé. Et... Ouais, tactiquement, physiquement déjà je courais très très vite, j'étais dur. Ouais. Donc sur un poste de défenseur, un défenseur qui court vite, c'est plutôt rare. Ouais. C'est et le défenseur à l'époque central sur petit terrain et le meilleur buteur des deux de l'histoire maintenant depuis l'année dernière. Yacine Rescala qui a mis 53 buts en D2 l'année dernière. Ah ouais. Qui est lui qui était défenseur à l'époque, ouais. Ok, avec toi dans l'axe. Non, avant de passer sur grand terrain, il est passé attaquant lui justement en passage sur grand terrain et Ben a reculé dans l'axe. Et donc du coup
15 ans, donc j'ai eu la chance de m'entraîner, une dizaine de fois avec la CFA2, avec Raphaël Ndedi aussi qui était avec moi, donc gardien de but. Qui joue maintenant? Donc il a arrêté. Je crois qu'il a arrêté maintenant. Ouais, il a arrêté, ouais. Potentiel, mais franchement, il a arrêté. C'est pas plus passionné que ça, je pense. Lui, il était passé gardien de la première quand on était à 17 ans, donc à 16 ans. Il avait lui, ils lui ont mis un double surclassement, Ah ouais. À 17 ans, ouais. Ouais, solide. La première en DH. Ouais. Ensuite, après U15, on a fait U17 PH. On a alterné U17 PH, U17 honneur. Ouais, c'est ça. Où on a eu la chance de pouvoir monter en 17 NAS, notre génération avec les 96. Et donc avant, c'était les U17 honneur qui montaient. Et donc, nous, de la génération d'après, on est monté en 17 NAS. On a fait une grosse année. Je me rappelle, cette année-là, bah, pareil, tu joues toute l'année avec nous et tu finis, Quatrième, on finit quatrième, à peu près, quatrième, cinquième. Sixième. On finit premier club amateur. Ok. Deuxième club amateur après Mérignac. Et c'est ça. Tu finis pas la saison et tout parce que tu vas directement, du coup, avec la première. Ouais, juste après, ouais. Donc en R1. Ouais, en R1, ouais. À 17 ans. Ouais, en R1, avec Sébastien Domazo. Ouais, DH à l'époque. À 16 ans, ouais, c'est 17 ans, ouais. 17 à 16. Vous êtes monté en même temps avec, que Théo Montavi, non? Non, Théo, il était avec la réserve avec JC. Lui, il était avec la réserve avec JC, ouais. Théo Montavi, du coup, tu joues en N2 à Bayonne. C'est ça, donc après, j'ai eu c'est vrai que de ma génération, 17 ans nationaux, ouais, je suis le seul à avoir la chance de monter. Donc ça allait super vite en 2 ans, finalement, 2-3 ans, t'as pété complet et t'es devenu... Le club, Proust, à l'époque, me considérait un peu comme David et Domazo, me considérait un peu la pépite du club. Ouais, ok. Jusqu'à que Nico pète parce qu'il part avec Philippe. Ouais. Nico Pépé, il part avec Philippe. Mais c'est vrai que pendant toute cette période-là, je suis un peu la pépite, qui va signer pro. Qui va signer pro. Ah ouais, ok. Donc là, toi, quand t'as 16-17 ans, tu t'ambitionnes peut-être un truc. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, non, parce que, si je passe d'un Benjamin où, je sais pas jongler, ou même en U15, je suis un gelon, c'était un peu, voilà. Mais ouais, je suis pas conscient de mes qualités, ouais. Ok. Et en fait, la personne qui me rend conscient de mes qualités, c'est quand, en 17 ans, où je pars à Guingamp, avec Raphaël Ndedi et Boran Abro, qui est à, Boran, son nom de famille. La Silla, qui est à Ozon. Donc on part à 3 à Guingamp, que ça se passe super bien, et en fait, Boran et Raphaël, ça s'arrête directement pour eux. Et moi, il me laisse quand même finir ma saison en 17 ans nationaux. Et en fait, à la fin, il y avait aussi une équipe de 3 joueurs de U15 interligue à ce moment-là. Et donc Claude, le cousin à Chris, Marlon, donc il vient avec nous. Donc on était 2 défenseurs centrales avec une génération donc lui était 15 ans, moi qui était 17 ans. Et ils ont préféré choisir plus jeune. Tu vois, donc à ce moment-là, donc je me retrouve un peu. Donc à Guingamp, du coup, ça s'arrête. Donc Guingamp, ça s'arrête. Tu vois. Et moi, j'étais persuadé d'aller signer à Guingamp à la fin de saison. Ouais. Donc et là, en fait, je rencontre Manu Christophe, donc qui arrive, notre directeur sportif, qui arrive tout droit de Bastia. Ok. Donc qui s'occupe de recrutement de Bastia, et qui vient me voir et qui me dit, écoute, moi, je vais t'intégrer directement avec l'équipe première et tu vas jouer. Je vais te mettre en œuvre et par contre, je veux que tu signes à Bastia. Ok. Donc je reprends ma saison avec eux et au bout de 3 mois, 4 mois, tous les clubs m'appellent. Donc Guingamp veut revenir, Toulouse, moi je suis à Mont-Saint-Denis. Donc là t'es titulaire en R1. En R1, ouais. Et quand tu dis tous les clubs m'appellent, c'est quoi? C'est que t'as déjà un agent qui te gère ou c'est Non, je suis tout seul. Hein. Donc les mecs qui prennent ton numéro en fait, il y a le club et voilà, tout. Après, c'était beaucoup moins la mode qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit dans les vestiaires de N3, même de R1 parfois. Il y en a qui ont des agents, mais honnêtement. Ouais, Kylian Barreto, on en a parlé un petit peu sur le premier épisode des agents et tout. Pas vraiment drôle et c'est juste l'histoire de dire j'ai un agent, je raconte qu'ils viennent de temps en temps, mais c'était pas la mode encore à l'heure actuelle, enfin à cette époque-là, et je pense que ça ne devrait même pas l'être, parce que ça n'a aucun intérêt d'être un joueur de N3 ou de R1 et d'avoir un agent et de penser qu'on a une carrière en jouant N3, quoi. Mais bon, ça c'est. Donc là, tout le monde t'appelle. Donc tout le monde m'appelle, en gros, une grosse partie de la poule 17 ans nationaux que j'avais. Ouais, ok. Et parce qu'en fait, ils avaient un doute, c'est-à-dire ils avaient vu mon potentiel, mais ils savaient pas si je pouvais passer ce cap. Et c'est vrai que moi, je suis un joueur où tu peux me mettre en D1, en N2, en N3, enfin, on sait s'adapter. On fera toujours nos matchs. Et c'est vrai que quand ils m'ont vu en senior, ils se sont dit, en fait, il est capable. Et donc, tout le monde m'appelle. Et, mais par contre, le problème, c'est que la personne qui a cru sur moi, qui m'a relancé, entre guillemets, c'est mon directeur sportif. C'est lui qui me fait jouer, qui est au stade. Et donc, c'est dur mais j'ai pas signé aucun papier.
Donc, c'est-à-dire, je recale beaucoup de clubs, et j'arrive au bout de, 5 mois où je lui en parle, tu vois, mais toujours rien signé, et la chance que j'ai, c'est que, j'avais eu Angers, qui était très, très intéressé. Et au début, c'était Abdel Bouazama qui m'appelait, tu vois. Et au final, en fait, comme je le recalais à chaque fois, et je lui disais en plus que j'avais rien signé, il a abandonné un peu, donc il a passé le rôle à Philippe Leclerc. Donc Philippe Leclerc que je connaissais. Leclerc qui est ancien directeur sportif de Poitiers et qui est après parti à Angers. C'est ça, Voilà. et qui a ramené Nico Pépé avec lui. Voilà, qui a ramené Nicolas Pépé. Voilà, donc il m'appelle et il me dit écoute, si t'acceptes au moins pas la visite, là en vrai, c'est fini pour toi, enfin c'est fini pour toi entre guillemets, Oui. ils vont pas pousser plus, tu vois. Ouais. Donc au moins viens chez Nico pendant une semaine, visite le centre, visite le club et voilà, tu vois. Et donc ce qui se passe, c'est que j'accepte. Et en fait, le jour où j'accepte, donc on se met une date, donc je reçois l'invitation du club d'Angers. Et comme par hasard, je reçois aussi l'invitation de Bastia. Enfin, le directeur sportif m'appelle, me laisse une messagerie, Bastia, comme par hasard, ils t'ont donné ce jour-là, le même heure, ainsi Mais de suite. quand tu dis invité, c'est quoi? C'est pour des essais du coup? Non, c'est parce que juste moi, tu à la visites base, un au peu, début, tu rencontres Angers les voulait gens. signer directement. Ah ok. Voilà, voulait signer directement, et après, sur la suite, comme je disais non, et au final, ils l'ont donné à Philippe, qui me connaissait, en disant, vas-y, parle-lui, et dis-lui qu'il vienne au moins visiter, au moins le centre, s'entraîner avec nous, au moins qu'il voit, tu vois. Parce qu'il a rien signé avec Manu, enfin, avec le club de Poitiers, enfin, avec le club de Bastia. Et au final, en fait, c'est un peu, à ce moment-là, il disait qu'en gros, c'était, comme Abdel Bouazama, et Philippe et Sébastien, donc, qui avaient la Ligue 1 à ce moment-là, étaient de Châtellerault. Donc, ils connaissaient Domazo, Manu, tout. En fait, ils se connaissaient tous entre eux. Ouais. Donc, ils se disaient qu'en gros, c'était eux qui ralentissaient la chose. Enfin, ils essaient de bloquer. Donc, il a dit, en gros, il lui a fait comprendre, fais-lui juste accepter de venir au moins voir le centre. Et voilà, tu vois. Et donc, je suis allé, ça s'est très bien passé. Je dormais chez Nico. Je m'entraînais avec les 19 ans et la CFA2. Et donc, ça s'est très bien passé. Et au final, comme ils se connaissaient, j'ai eu un challenge qui m'a donné Abdel Bouazama. Donc, comme t'as vu, qui est, comment on dit ça? Il est quoi au Maroc? Il est adjoint, enfin. DTN. DTN, ouais. C'est pas Nasser Larguet, Si, le mais, DTN. je crois qu'il est dans le. L'ancien dans coach l'équipe de l'OM. Ouais, Il je est l'ai dans- vu ok. hier, Il est dans- hier sur le Ok. match. Ouais. Et donc, il me dit, moi, j'ai une parole. En vrai, si je veux pas continuer avec toi, je te le dis. Donc, moi, je te dis clairement, il était très, très dur. En vrai, c'était un coach, comme Nico l'a dit sur sa vidéo, hein, c'était un coach où, franchement, j'ai vu qu'il était très, très dur. Donc, il m'a dit, pour m'assumer moi, faut que t'assumes déjà les gens qui sont là-bas. Donc, tu vas y retourner. Tu sais qu'à la base, il voulait te signer à Bastia. T'es venu chez nous. Ça va être difficile. Mais moi, je te veux. Donc, le seul truc que t'as à faire, c'est retourner, finir ta saison, et je te fais signer à la fin. Et en fait, en revenant au club, j'ai eu droit à des rendez-vous avec Proust, Domazo et Donc Manu. le président, le coach et le directeur sportif. Voilà. Et ils ont de pas Poitiers. aimé du tout que je sois parti là-bas. Et donc, j'ai eu droit d'aller en réserve avec Axel Morel. Après, partir avec JC. Donc ça c'est quoi? Et- C'est R2 la R2 réserve? et la réserve, ouais. Ouais, Et JC, c'est quoi? Il avait les 19? Les 19, ouais. Ok. Et en fait, en allant avec la réserve, je 19 suis pas y R1. allé. Ouais. Je boudais, donc je suis pas allé au match. Tu vois. Et Alex était mon entraîneur de 17 ans nationaux, donc m'a un Tu peu le connaissais protégé. bien, ouais. Et donc, on m'a envoyé avec les 19, et au final, JC, ça passait pas. Ok. Et donc, j'ai arrêté le foot. Ok, donc tu passes en 6 mois de quasiment club pro où t'as Où des je vais mecs signer à vraiment la fin de chauds. saison, et C'est-à-dire que Stéphane Moulin, peut-être le coach Abdel d'Angers limite, Bouazama, il du entend coup, parler il est adjoint de Walid Regragui. Ok, Il est ok. adjoint, il est pas dans la Ok. Je me rappelle, je crois que même JC, t'avais pas fait jouer un match, je crois, en plus, en Gambard. Non, non, il voulait me virer après. Ouais, il voulait me virer après. Oui, mais parce qu'il avait peut-être répondu à des consignes de se dire, on le blacklist, tu vois, Ouais, c'est chaud. en gros, je faisais pour lui, je pense d'extérieur, et je pense qu'il se disait, bon, il va faire un peu la star, enfin, tu vois. Oui. Tu vois, par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, quand t'arrêtes le foot, comment t'arrives à revenir, du coup, après... J'ai la chance à la fin de saison, donc j'ai le club, Philippe, où ils voient qu'en fait, je suis plus là. Donc eux, ils ont vraiment pas regardé. Ils m'ont juste appelé à la fin, donc on est au stade, on vient de me dire que ça fait plus de 6 mois, on t'a pas vu. J'ai dit ouais. ouais, logique, ouais. Ton contrat, c'est, voilà, quoi. Nous, on t'a demandé un truc, c'est juste de rester. Même si t'as avec les 19 ans, ainsi de suite, il t'a donné sa parole, mais finalement, voilà. Ah, ok. T'as pas tenu Donc le j'étais truc, plus là, donc, j'ai pas tenu, donc contrat, donc derrière, je décide d'aller à Ajaccio, Gazellec, qui cherchait un défenseur central. Il venait de monter de
Ligue 2 à Ligue 1. Oui. Et en fait, ils avaient un 19 ans nationaux et Ligue 1. Et donc, ils cherchaient un défenseur central et j'ai eu cette offre-là, je sais plus par quel agent. Et donc, j'y vais une semaine, ça se passe super bien. Mais par contre, Ajaccio Gazélec n'ont pas d'argent. Donc, si tu signes, c'est internat, CFA, enfin, faut que tu te démerdes, quoi. Ouais. Et voilà, nous, on n'a pas... Enfin, je peux pas demander à ma mère et ainsi de suite de subvenir à ces besoins-là. Donc, je rentre à Poitiers et je décide de passer dans le monde senior et tenter ma chance à Châtellerault. Donc, je signe à Châtellerault avec Yacine Taoun qui avait la réserve. Et c'est en quoi la réserve du coup à ce moment-là, en DHR à l'époque, DHR, DHR et la première en N3. Ouais. Donc, En je retrouve CFA2, tous mes bons collègues qui sont là-bas. Vous étiez à Châtel aussi, vous voulez dire? Ouais, moi je suis reparti là-bas un an avant que Ben arrive. revienne, et je crois qu'Alex, toi t'arrêtes le foot. Ouais, c'est l'année où j'arrête. Ouais. Mais il vient faire la prépa et c'est là où Ouais, t'as c'est quelques là, petits soucis, mais ouais, on se retrouve, on va dire, là-bas. Ok. Ouais. Et moi je pars en cours de cette saison-là d'ailleurs. Ouais. Je pars à l'étranger à ce moment-là. Mais Et moi, je fais, Châtellerault, où c'est l'année où je crois que l'équipe première et l'équipe réserve sont champions de... Non, l'équipe réserve est champion, l'équipe première descend. Non, administrativement. La première était Non, CFA, il me semble. ouais, c'était en CFA, c'est à ce moment-là c'était qu'il descend. CFA, ok, donc Ouais, N2, c'est CFA2, N2 et R2. Ouais. Non, c'est CFA2, Penotti descend à ce moment-là. Ok. Ouais, c'est l'année où ils descendent. Et donc tu joues un peu en N2 ou pas du tout? Pas non du tout. Ah, En ok. fait, je joue pas du tout, donc je suis plus avec la réserve. Mais Et, tu je joue même plus défenseur central, je joue latéral droit avec Yacine Ok. à ce moment-là. Mais là tu régales ou en R2 tu vois t'es vraiment au-dessus ou Bon, après, tu sais, après tout ce qui s'est passé, je Ouais. suis là, mais t'essaies de reprendre goût au truc mais t'es pas... ouais, je suis pas trop là, Ok. tu vois. Et donc, Domazo, après tout ce qui s'est passé, Domazo m'appelle et me dit, Donc Robert, Sébastien Demazo qui est toujours coach de Poitiers. Laval. Laval, ah oui. La Donc là réserve il est de Laval. parti avec la réserve de Laval, ok. Donc club pro. Ouais, donc, Ok. il me Donc ça se rappelle. réouvre pour toi le monde Donc, pro peut-être. Le club me rappelle et le directeur sportif est parti. Sébastien est à Poitiers, il t'appelle quand il est à Poitiers. Là aujourd'hui Sébastien est à Laval. Ouais, oui. Mais quand Ah oui, non, ok, oui, ok, en gros, ok. oui, à ce moment-là, Ok. oui. Donc il était à Poitiers. Oui, il était Ok. à Poitiers, c'était Ok. l'entraîneur d'équipe première, ouais. Toujours. Il avait la réserve et il est passé entraîneur d'équipe première. Et Manu Christophe, donc le directeur sportif, part. Ok. Donc c'est pour ça qu'il me rappelle. Et donc je repars et donc il y avait Théo Montavi, il y avait Angéli, il y avait Il y avait Emre à l'époque. il y aussi, avait je crois. non, Emre était à Châtellerault avec CFA2 à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Et donc je fais la fin de saison. Ouais, il y avait Kylian aussi. Il y avait Nassim Ayadi, non? Non, Nassim. l'autre saison. Ok. Ouais. Et donc Et Karine Pimi aussi? Karim Timimi aussi, ouais. Parce qu'il est aux États-Unis maintenant. Ouais. Mais je crois que c'est cette année-là où on se fait disqualifier avec Théo Montavi au penalty contre l'équipe de Paris qui est venue. On se fait Argenteuil. Argenteuil, ouais. Et je marque ce Mandela. jour-là, ouais, sur corner. Et c'est Théo qui me fait le corner, c'est vrai en plus. Et donc je reviens, mais je fais 4 mois et au final ça se passe bien. Enfin, je fais la fin de saison, on monte pas à ce moment-là, mais donc je commence à voir un peu ce qui se passe dans le monde senior et je vois de l'argent, forcément. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est la première fois que je demande de l'argent au club, Ok. tu vois. Et le club me dit t'as fait que 4 mois, faut que tu prouves, tu vois. Même si tu joues titulaire, faut que tu prouves. Et arrive ce moment-là de noir où je veux de l'argent, donc je décide de signer à Chasseneuil. En D1. Ah, elle a pas vu venir celle-là. Ouais, en Chasseneuil, en D1, je suis en vacances à Argelès. Je dois reprendre avec Poitiers en R1, mais je signe j'ai Damien Cotier, des amis à moi qui sont à Chasseneuil, avec Charrier. Et ils comprennent que je veux de l'argent. Et donc on me propose un contrat civique à Chasseneuil. Et je me dis vas-y. Et donc je délaisse Poitiers, je signe en D1. À Chasseneuil, j'ai fait une bonne découverte. J'ai pas eu le temps de m'entraîner. Mais Combien de temps là-bas à Chasseneuil? franchement, j'ai même pas eu le temps de faire une séance. J'ai juste eu le coach une fois au téléphone, ça m'a Flotovin à suffi. Lille. Flotovin à Lille. Le gars il fait même pas, il va même pas voir les terrains. Je suis parti voir les terrains au CT, mais Il s'est arrêté à l'aéroport de Chasseneuil. voilà. Mais il y a eu un petit problème, c'est que je me suis dit, je vais prendre de l'argent, je vais être tranquille en D1, mais on va dire, je suis tombé sur un coach qui était un peu plus voilà. Tu comptais te la couler et finalement. J'ai compris que j'allais pas me la projet couler. aussi Ouais. sérieux que la R1, mais en D1, quoi. C'est ça. Il était En peut-être plus pire. sévère que de Mazo, tu Ouais, penses? il était 4 fois plus sévère que Domazo à D1. cette période-là en tout cas. Et en D1, donc au final, en fait, je décide de pas signer
Et je repars dans mon salon de coiffure, donc je bosse et je croise Mourad Bajad qui se coiffait chez moi, tu vois, au salon. Et donc Mourad Bajad qui est un historique de l'US Buxerolles. C'est ça, voilà. C'est ça. Et donc il me dit j'ai besoin d'un défenseur central. Donc Manu avait besoin d'un défenseur central à côté Manu de Charles. Balmer, du coup, le directeur sportif. C'est ça. Et donc il me dit coach pendant longtemps, ouais. Donc il me demande Mourad me chauffe pour venir et donc il me fait connaître Manu et ça se passe super bien. Et donc Manu pendant 2 ans et demi qui m'a refait aimer le foot parce que bon j'avais un bon trou noir pendant une bonne période, donc il me fait re-aimer le foot avec finalement où je prenais pas d'argent parce que moi je voulais de l'argent, mais au final j'ai vu un club comme Buxerolles où on prenait pas d'argent, où c'était vivant, et en fait c'est ça qui m'a refait aimer le foot. Et à l'époque Buxerolles est en R2. Ouais. Et donc sur la suite on passe des bonnes saisons, on fait monter en R1. Ouais. Et à cette période, il y a David Louberti, lui, qui me faisait très confiance quand j'étais jeune, à 15 ans, avec qui je recontacte. Ok. Non, j'ai oublié, il y a un petit problème. L'année où, sur les 2 ans à Buxerolles, David Louberti, l'année où il monte en N3, m'appelle, me demande de venir. L'année où il se maintient. Il me donne rendez-vous à 10h du matin à Géant. Un vendredi matin. C'est pas l'horaire la plus appropriée pour toi. On va dire que le jeudi, j'étais en étudiant. Sans faire d'études. Voilà Bisgoul, avec ton partenaire Lucas Tiber. L'homme de l'ombre, l'homme de toujours. Donc je lui mets un faux plan quand même je suis obligé de le dire parce que c'est quand même un homme où qui est très à cheval sur ces choses-là, sur la question du respect, c'est ça, respect du club, respect de l'humain, et qui est très à cheval sur ça, et je pense qu'il a pas dû franchement il a pas apprécié du tout. Et au bout de c'est-à-dire après l'année où je monte avec l'année d'après je monte avec Buxerolles de R2 R1 et j'ose quand même lui envoyer un message, mais je me dis bon, une année avant je vais me faire foutre un faux plan qui m'attendait à Géant pour pouvoir tu vois, surtout que la montée de R2 R1 avec Buxerolles c'est sous le nez de Chauvigny, de la réserve de Chauvigny, c'est ça, sur la c'était Gouzon à ce moment-là. Non, c'était Gouzon, c'était beaucoup, on jouait sur un match avec Gouzon et Chauvigny là juste avant à 2 matchs de la fin. Oui, Chauvigny ils étaient dans le truc, mais c'était beaucoup Gouzon. Ça s'est joué sur le avant-dernier match contre Gouzon. Vous allez là-bas, c'est un déplacement légendaire dans le stand de Buxerolles. Ça rappelle encore, vous étiez allé en bus et tout, non? Je sais pas quoi, avec les supporters et tout. Ça rappelle. Pas facile d'aller jouer à Gouzon, j'ai l'impression que tu vas en plein mois de juillet, il va quand même neiger. C'était un match où, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'était un match où c'était très serré et où ça finit, à moitié sur les coups à la fin, tu vois. Mais bon. Et donc t'envoies le message à David Louberti du coup. Et il décide de quand même m'accueillir. Tu vois, donc il me promet rien. S'il fait en sorte que j'ai mes premières finances. Donc même si il me promet rien au niveau sportif, l'équipe première, il me passe quand même une enveloppe pour pouvoir faire les trajets. Déjà, il te dit que ça prouve qu'il te faisait confiance. Déjà ça. Et après, je pense qu'il y a aussi ce qui a joué, c'est que je venais d'avoir mon fils. Ok. Et en fait, au moment où j'ai eu mon fils, et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir comme j'ai eu des chances et je les ai pas saisies, et au final, je connais pas le foot. Je me suis dit, pour mon fils que j'aimerais qu'il joue au foot, forcément, c'est un garçon, j'aimerais voir au moins me donner les moyens pour pouvoir au moins l'indiquer, si possible. Et donc, je lui parle de cette manière-là, David, où derrière, il se dit, peut-être l'humain a changé au final sur un an, et il m'accueille et il me donne un finance et il me dit écoute viens, et c'est là où tout a commencé, le côté national. Ok. Donc j'arrive là-bas, je m'entraîne avec l'équipe première, mais sur les 4 premiers matchs je joue pas, et au bout du 4e match je joue et j'enchaîne, et le Covid nous arrête. Et l'avant-dernier match je suis suspendu le dernier match. On était premier, et ils vont à Pau, ils perdent, donc on repasse 2e, Covid, et c'est c'est pas Pau à ce moment-là, c'est Montlouis, je crois, qui monte, non? Pas Montlouis, on avait été en Coupe de France dernière. Mont-de-Marsan qui monte à ce moment-là, donc
Mont-de-Marsan, ouais, c'est Mont-de-Marsan. Ouais, on s'est habitué au côté centre maintenant, à cause de la N3 de maintenant, mais c'est Mont-de-Marsan qui monte à la dernière journée parce qu'on avait perdu, qu'on avait gagné 3-0 avant. Et donc le foot s'arrête. Derrière, j'ai. C'est un peu l'histoire de ta vie footballistique, ça, le fait de ne pas jouer les premiers matchs. T'as beaucoup de coupures en fait. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup Non, et même d'être souvent de ne pas être dans les plans, on va dire, dès le début de saison à la prépa et de finir titulaire en général. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de saisons qui se ressemblent de la sorte. Sur les 6 ans en National 3, ouais, c'est que ça. Hein. Ça a été toujours, on ramène une concurrence, on ramène quelqu'un pour jouer. C'est vrai que ça a été dur. Et même sur l'année. Ouais, cette année, on va en parler juste après, là, dans la deuxième partie, là, on fait ton parcours jeune. Après, là, c'est fini. Mais après, sur ta deuxième partie, on va effectivement parler de ton début de saison, le fait qu'au début, t'étais pas que c'est un peu titulaire. De toute façon, ça a toujours été pareil. C'est-à-dire que, Yacine Taoun arrive en directeur sportif à Poitiers. Oui. J'arrive pareil, comme avec David, où il y a un projet. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais c'est surtout, toi, t'as connu la transition entre Poitiers FC et le Stade Poitvin. Avec le nouveau président qui arrive, le nouveau projet, donc t'es l'un des seuls d'avoir vu ça, j'ai connu l'ancien Poitiers et aujourd'hui le nouveau. Qui a même connu le Stade Poitvin, le premier Stade Poitvin, et le deuxième. Après le Poitiers Foot 2006, après le Poitiers FC, et après retour au... Non, c'est vrai qu'en retour, c'est comme si j'avais signé en Ligue 1. Ah ouais. Par rapport à Chauvigny, c'est monstrueux le gap. Par rapport au Stade Poitvin d'avant. C'est moi qui étais avec l'équipe première. Il y a des entraînements le matin. Tu fais des stages à Châteauroux. Ouais, tu étais dans N3, tu fais des stages à Châteauroux pendant une semaine. C'est un autre monde. Donc quand Yacine arrive et il me dit viens. Et donc ça, lui, il arrive au moment de la saison Covid, enfin quand la reprise après le Covid. Ouais, la reprise après le Covid et pas de chance, donc on fait 4 matchs de championnat. Ça repète. Et par contre, on arrive à la Coupe de France, la conserve. Et on arrive à faire 32e contre Canet et Roussillon. Et on se fait éliminer, je joue Marseille derrière. Donc ça reste un bon parcours quand même. Et l'autre saison, je reste. Et on a un nouveau coach. Avant, c'était Erwan Danuzel. Et l'autre saison, c'est Xavier Dudois. Ouais. Donc je repars encore sur un... Pareil, quand j'arrive l'année, faut prouver. Donc je joue pas les 4 premiers matchs, comme d'habitude. Et au bout du 4e match, j'enchaîne les matchs. Je fais un 32e de finale contre Lens. On en parle en intro, ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais un super match. Je fais un super match. La saison d'après, on me dit que je repars en tant que 3e et il y a un joueur qui revient. Donc cette fois-ci, j'avoue, je l'ai mal pris parce que j'avais beaucoup montré, surtout contre Lens et contre toute la saison, parce qu'on avait fini quand même 3e ou 4e à ce moment-là. Donc j'ai essayé de repartir en Chauvigny, qui m'avait accueilli. Même s'il y avait plus David, c'était quand même un club qui m'avait accueilli et je finis 2e. Deuxième de N3 du coup avec Chauvigny. Deuxième de N3, pendant ce temps-là, en fait le club Poitiers finit 10e. C'est le maintien cette année-là, avec un des plus gros budgets. Donc ça me redonne un peu de pouvoir. Donc le club Junior, Laurent pour les gens qui connaissent, Laurent Doka qui faisait quoi à Poitiers, général manager, gérer l'équipe première, c'est ça. Donc il me rappelle et il me dit écoute, ils ont fait une petite gaffe de te laisser partir l'année dernière. Cette année, moi en tout cas, c'est moi qui reprends, donc je veux s'appuyer sur toi et tu seras titu. Mais comment ça tu l'expliques, on va dire, ce changement, parce que il y a beaucoup de gens, ceux qui en tout cas qui vont écouter, mais à l'époque on le voyait sur les réseaux, etc. Beaucoup de gens comprenaient pas, disaient finalement Ben c'est devenu la Girouette de la Vienne. Là il y a beaucoup de clubs avant où tu nous expliquais pourquoi, mais de faire l'aller-retour Chauvigny-Poitiers quasiment chaque saison tous les 2 ans. Et Girouette c'est poli, c'était aussi un peu mercenaire, le gars va prendre ses ronds, ses trucs. On va pas se faire bannir par Jeff Bezos quand même. Mais merci Nabil pour la référence à notre bon vieux Jeff. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça a été perçu. Alors pour le coup, nous, on était dans le club, dans les 2 clubs, donc on voyait un peu et en étant. Donc on connaît les dessous de ce qui se passe. Mais dis-nous un peu comment toi tu l'as ressenti et qu'est-ce qui faisait que t'étais poussé à quand même rechanger à chaque fois et de te laisser finalement reconvaincre un an après être parti de Poitiers en étant un peu dégoûté, de finir 2e avec Chauvigny quand Poitiers finit 10e, de se dire finalement je retourne quand même à Poitiers. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ce qui s'est passé, c'est comme je vous ai dit, quand je suis arrivé à Poitiers, c'est comme si j'avais signé en Ligue 1. C'est-à-dire c'est entraînement matin, soir, des horaires, c'est fini, t'arrives à 18h, 18h30 t'es prêt, hein. T'arrives à 17h, t'as 1 heure dans le vestiaire, tu vas en musculation, même pas 9 heures dans le vestiaire, donc t'arrives dans des conditions que j'ai jamais connues, j'ai pas été en centre de formation, donc j'ai jamais découvert ça, donc
je prenais pas le salaire comme les autres. Donc c'est dire que il y a aussi que ce qui m'a fait aimer, qui m'a relancé, c'était Buxerolles, où c'était un club familial. Ouais. Et ça, je l'ai retrouvé à Chauvigny et pas à Poitiers. Ouais. Mais c'est vrai que le côté pro me plaisait beaucoup. Donc finalement, tu étais tiraillé entre le côté, on va dire, famille et après, côté, t'avais quand même cette notoriété-là qui te plaisait, enfin, cette notoriété. Ouais, justement, en fait, tu jonglais entre soit le côté familial le côté familial de Chauvigny et le côté, on va dire, sérieux professionnel avec la hype qu'il y avait, parce qu'il faut pas oublier bien que sûr, dans le département, la hype de Poitiers, il y a 3-4 ans, elle est très forte, beaucoup de joueurs veulent signer, il y a un engouement qui se passe, il y a les ultras qui se créent en ce moment. Et ils surfaient sur le truc aussi de Nicolas Pépé, donc il y avait un peu des fantasmes sur le club, sur les finances du club et sur l'ambition qu'ils avaient. Magnifique. Enfin, la différence entre quand j'ai signé après ce moment-là et ces 3 dernières années, il y a une belle différence. Hein. Ouais. Avant, c'était Ligue 1, là, je suis descendu en N3, là. Ouais. Voilà, il y a une belle différence de la gestion, tout ce qui est foot, les stages, les préparations. Pas dire le staff, mais ouais, il y avait... Quand je reviens avec Junior, moi, j'avais connu avec 3 coachs. Ouais. Un préparateur physique, un coach adjoint, donc Coco, Xavier, donc comme Erwan avec Stewart, moi son coach adjoint. J'ai connu des staffs de 3-4 à ce moment-là là-bas, que habituellement j'ai toujours connu un coach. Tu vois, un coach, 2, voilà. Et donc quand Junior me rappelle, on est, ils sont 2. Et encore, Junior n'est même pas coach. Mais c'est vrai que cette année-là, ce qui était bien, c'est que je sens qu'ils me font confiance. Tu vois. Et comme par hasard, ça a payé. Ça a payé parce qu'on monte. Ouais. Tu vois. Et il y a aussi, il faut dire, il y a tout qui avait changé à ce moment-là au niveau de l'équipe. Parce par contre, c'était plus. Quand c'était Ligue 1, on se souvient. C'était que des. Enfin, il y avait beaucoup de gens d'extérieur. Pour les. Pas dire de mercenaires. Mercenaires, mais ouais, c'était ça. Après, j'ai chanté. Moi, dans le vestiaire, j'avais pas ma place. Tu vois, j'étais là, j'étais le gars de la ville. On me prenait un peu pas pour une merde, tu vois, je veux dire comme ça, mais en gros, ouais. Mais c'était d'autres joueurs qui avaient connu plus haut. Ouais, qui avaient connu plus haut. En vrai, tu discutais pas avec les joueurs si t'avais pas joué en N2. Et puis avec je pense, des salaires aussi plus importants. Donc bien sûr. Quand il y a des salaires, mais ça, dans n'importe quel. Dans le football, enfin, dans le football, c'est. Que ce soit de la Champions League aux plus basses divisions, à partir du moment où quelqu'un a un plus gros salaire, forcément, on pousse un peu plus pour que bien sûr qu'il joue, plus que d'autres. Et ce qui est marrant, c'est que l'année où vous montez, le recrutement, il est uniquement local. Des joueurs d'ici, de la région, du département. Et on fait un truc où, je pense, peu de clubs, même pas, mais je pense, c'est peu de clubs le font. C'est-à-dire que tu fais 11 matchs, 11 victoires. À la fin, en fin de saison. C'est énorme. Même tu joues en D2, D3, je suis même pas sûr c'est dans le football, c'est dur de faire 11 matchs. Et surtout à ce niveau-là. À ce niveau-là, N3. En fait, tu te retrouves, pour moi, le fait que vous montez, c'est qu'avec des joueurs qui connaissent la poule, des joueurs que déjà vous connaissez, vu que les yeux fermés. Franchement, vous avez plus ou moins tous joué les uns contre les autres. Ouais, bien sûr, c'est ce qui était passé comme recrutement. Ouais. Voilà, quand tu te retrouves avec des mercenaires qui viennent. Et puis avec des gens qui connaissent, qui ont derrière leur repère aussi de vie, parce que quelqu'un, un mercenaire, ce qui arrive, qui est le temps qu'il se pose, appartement, ses marques. Par exemple, là, c'est que t'as des gens qui se connaissent, qui connaissent la ville, qui ont de l'amour, je pense, pour le club, parce que beaucoup de gens dans la Vienne ont leur club, mais également apprécient le club de Poitiers. Bien sûr, oui. Donc c'est des joueurs qui arrivent en ayant quand même cette vibration. Tu regardes Johan Mbati, l'année d'avant, je joue contre lui, il était à Porte-Entre-deux-Mers. Donc il a vu quand il est venu, lui il avait Poitiers à ce moment-là aussi. C'est-à-dire quand ils viennent au stade, ils voient le stade, ils ont envie de signer. Benoît Cacheneau, c'est la même chose. Ils voient le stade, ils viennent de Bayonne, mais c'est surtout. C'est des gens qui signent avec une envie de venir. C'est ça, avec envie de venir aussi, ils connaissent les matchs. Par exemple, quand tu vas jouer un match à Chauvigny, à Gilbert Arnaud, c'est pas pareil. Quand tu vas jouer à cette époque-là, t'avais Neuville ou je sais pas qui, Montmorillon, en N3, c'est pas les mêmes conditions. Faut y aller. Tu sais que c'est des tracts tu connais. Quand tu viens de l'extérieur, parce que je m'en souviens, à domicile, vous étiez quasiment imprenable, vous gagnez tous les matchs. Impossible de gagner à domicile. Impossible de venir nous battre chez nous. Alors là, tu peux. Mais par contre, à l'extérieur. Il y avait,
Jusqu'à ces 11 matchs où on a tout enquillé. Voilà. Dernière question, Ben, et après on conclut cette première partie, donc qui était vraiment centrée sur toi, sur ton parcours, et on va passer plus sur des sujets plus généraux, sur la N2 et tout ça. Toi, du coup, donc on disait, comme Stéphane le disait, donc t'as pas mal changé de club et tout, et t'es un des seuls joueurs, finalement on l'a pas dit au début, qui arrive à concilier ta vie pro, donc avec ton salon de coiffure où t'es gérant, et la vie d'un footballeur de N2. C'est ça. Et du coup, donc ça, Poitiers, ils te mettent en place des trucs, c'est ça, ils adaptent des choses pour que tu puisses justement rester dans le club et toi t'épanouir, et tu vas pas faire comme on le disait, t'es changé de club parce que en N3 oui. Ouais. Et là en N2 non, c'est un peu plus compliqué parce que t'arrives sur un monde qui est devenu pro. Ouais. Donc tu vas pas expliquer à un joueur qui est en concurrence avec moi, lui il travaille, je vais le faire jouer et c'est la personne qui s'entraîne dans la logique, c'est la personne qui s'entraîne qui joue. Surtout que là, ta concurrence, je crois, il a joué à Saint-Etienne. Voilà, tu vois. Il a quelques matchs de pas ton concurrent. Donc on va dire que bon, même si on touche pas le même finance, fallait quand même faire des efforts. Si moi je voulais jouer, continuer à mouiller mon maillot pour le club, et Titu, en gros, fallait que je fasse pas des efforts, mais ouais, en gros, fallait que je vienne. Et puis après, il faut s'adapter aussi au niveau N2. Le niveau N2, pour moi, c'est un championnat qui est un peu bâtard parce que c'est un championnat qui est encore, on va dire, avec les conditions amateurs. Le voyage, même le national, le national et le national 2, pour moi, c'est à peu près dans le même chapeau. Avec des voyages en bus qui sont longs, des longs déplacements. Souvent, ça joue le vendredi soir. Mais avec une exigence footballistique et d'investissement personnel pour chaque joueur qui doit être d'un niveau d'un joueur finalement Ligue 2 ou de Ligue 1 en termes d'entraînement, en termes de ça. Donc il y a ni la rémunération d'un joueur de Ligue 2 ou de Ligue 1, il y a ni on va dire la protection juridique avec un contrat on va dire sur 2-3 ans qu'il y a dans le monde des pros, mais en même temps qui regroupe tous les inconvénients, en tout cas, toutes les exigences que demande ce niveau-là. Donc je trouve que le championnat N2 et national c'est un niveau un peu bâtard, et surtout que je pense le club aussi, dans la logique, on dit Ben n'a jamais peut-être joué à ce niveau-là, bien sûr, donc s'il s'entraîne un peu moins, est-ce qu'il va pouvoir passer ce cap? Je pense que finalement toi c'est avec tes qualités à toi, c'est que t'es pas un relanceur, mais par contre défensivement, comme tu disais, t'arrives à t'adapter à n'importe quel niveau. C'est ce qui s'est passé la première saison, c'est pour ça que je dis en gros National 3 oui, National 2, parce que la première saison ils sont adaptés à moi, c'est-à-dire que je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine maximum. Et c'est vrai, par contre, je l'ai ressenti moins physiquement. Mais moins physiquement sur arriver au milieu de saison. J'étais fatigué. C'était dur, tu vois. Et la deuxième saison, j'ai décidé déjà de moi-même que si je continuais, j'ai compris qu'il fallait que je m'implique, tu vois. Et même si financièrement ça suivait pas ou quoi que ce soit, c'était comme il a dit, c'est un niveau un peu traître. C'est-à-dire que t'es pro, entre guillemets, t'es semi-pro, mais t'as pas le même argent, mais voilà, mais tu sais que pour performer sur le terrain, t'es obligé d'au moins t'entraîner au moins 5 à 6 fois par semaine, Ok Ben, écoute, merci pour cette première partie du coup qui était sur toi, et maintenant on va ouvrir un petit peu donc sur le sujet N2 et puis aussi tu vas nous expliquer ton nouveau projet à venir. Ok.